Kwai, salut. Bienvenue à Juste pour vivre les voix du Nitassinan. Bonjour, on est avec aujourd'hui Pierre-Olivier Boudreau à Saint-Élie-de-Caxton. On est chez lui. Il nous a reçus hier en son absence. Directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs, SNAP Québec. Pierre-Olivier est aussi musicien et biologiste. Bonjour Pierre-Olivier, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon matin. Bienvenue en Mauricie. Merci. Tu nous as très bien accueillis chez toi. Tu es la dernière voix du Nitassinan qu'on interviewe aujourd'hui dans le cadre de cette série balado qu'on fait pour parler de la relation au vivant. On t'interviewe parce que tu as été très impliqué, tu es encore très impliqué dans plusieurs dossiers de protection du territoire, de la biodiversité à la SNAP Québec en tant que directeur de la conservation, et tu t'es énormément impliqué dans la reconnaissance comme personnalité juridique de la rivière McPee. Est-ce que tu aimerais nous présenter un peu comment ça s'est fait pour toi, cette entrée en la matière dans la protection de la rivière McPee qui est au cœur du territoire des Inuits de Equanchit et de Pessamit, ainsi que de Uashat Maliotenam. Ouais. Pour moi, l'histoire a commencé en 2013. J'ai joint la SNAP à ce moment-là. Puis déjà à ce moment-là, l'organisation était impliquée dans le dossier de la rivière McPee. On avait déjà souligné l'importance de cette rivière-là, sa renommée internationale. Il y avait eu quelques années auparavant tout le méga projet de la Romaine qui avait soulevé des inquiétudes dans la région, puis les associations de pagayeurs, puis les gens avaient un peu sonné l'alarme. La rivière McPee, elle avait été inscrite aussi dans un des plans stratégiques d'Hydro-Québec. Fait que moi, je suis arrivé à ce moment-là, on peut dire la campagne pour la protection de la rivière était déjà amorcée, les gens nous avaient contactés, mais il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui avaient été faites. On avait produit quelques mémoires, il y avait une pétition qui venait juste d'être lancée. Puis moi, de fil en aiguille, je suis arrivé là-dedans. J'avais déjà une petite expérience dans le milieu environnemental, mais quand même très limitée. Fait que une des premières choses qu'on m'a dit, c'est là, on vient de commander une étude qui prouve que la rivière McPee a une reconnaissance internationale, que c'est rapide. Là, ils se comparent avantageusement à des rivières comme le fleuve Colorado, puis la rivière Futaleufú au Chili, en tout cas des rivières de renommée internationale pour l'eau vive. Fait que là, faut que tu t'en ailles sur la Côte-Nord, il faut que tu ailles rencontrer les Inuits, puis tout le monde, etc. Fait que j'ai comme, OK, c'est bon. Lançons-nous. Fait que ça a été ça un petit peu mon baptême. Dans les premiers mois que je suis arrivé à la SNAP, on était rencontrer les Inuits d'Equanchit, le conseil à ce moment-là. Puis on a commencé à tisser des liens comme ça. Ça prend toujours un genre de prétexte. Puis tu sais, c'était une étude qui est très solide, qui a été réalisée par un laboratoire spécialisé en plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais tu sais, d'aller rencontrer les Inuits pour présenter une étude comme ça, bon, c'était peut-être pas en rétrospective, je me dis c'est peut-être pas la manière la plus adroite et la plus appropriée, mais vois-tu, c'est comme ça que ça a fonctionné. On s'est assis autour de cette étude-là, puis finalement, on a fini par tisser des liens qui sont devenus des liens très humains, finalement, parce finalement, on travaille tous dans cet objectif commun que cette rivière-là soit protégée, soit mise à l'abri, surtout du développement hydroélectrique, là, on s'entend. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, le travail pour la protection de la rivière McPee pour moi. Peux-tu nous mettre en contexte la rivière McPee dans l'ensemble? Parce que Mathieu et Yann, qu'on a interviewés, parlaient qu'au départ, l'association Eau vive de Méganie cherchait à protéger l'ensemble des rivières là-bas, mais veux-tu juste nous dresser un petit portrait là, des rivières, des harnachements, des barrages? Oui.
Mais déjà, dans le monde, il faut savoir qu'il y a plus de 50 000 grands barrages de plus de 15 mètres. Il y a 17 millions de réservoirs. Déjà, dans le monde, on a un portrait assez impressionnant de comment on a impacté comme être humain nos cours d'eau, nos milieux naturels. Sur la Côte-Nord, il y a beaucoup de rivières qui sont harnachées déjà. Ce qui arrive sur la Côte-Nord, c'est qu'il y a le plateau du Labrador qui est très haut. Puis, tu sais, toutes les rivières descendent vers le fleuve. Fait que ça fait des rivières qui sont longues, qui ont plein de rapides. Donc, qui dit rapide dit potentiel hydroélectrique. Donc, il y a plusieurs rivières déjà sur la Côte-Nord, la rivière Bétiamite, la Sainte-Marguerite, la Romaine, etc., qui ont été harnachées. Puis, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, cette association-là, qui s'appelle l'Association Eau Vive Mangani, nous a contactés justement dans le temps du projet de la Romaine, parce que là, ça devenait trop gros pour une association régionale. Ils voyaient à Hydro-Québec arriver avec les casquettes, les frisbees, puis toute la grosse marchandise promotionnelle, puis let's go, on embarque dans un nouveau projet de développement hydroélectrique. Puis eux autres, la rivière Magpie, qui est une rivière de 300 km, qui part elle aussi du Labrador, puis qui se jette à peu près à la hauteur de... Ben, elle se jette en fait à la hauteur du village de Rivière-Saint-Jean. C'est entre Sept-Îles puis Havre-Saint-Pierre, finalement, proche de la pointe ouest de l'île d'Anticosti. Ben, eux autres, c'est leur petit paradis, cette rivière-là. Eux autres, ils la descendaient à chaque année, elle n'était pas connue, mais elle était connue d'Hydro-Québec. Puis à un moment donné, ils se sont dit, écoute, il faut aller chercher de l'aide. Puis c'est là qu'ils ont cogné à la porte de la SNAP, la Société pour la nature et les parcs. Nous, on est une organisation qui est dédiée à la protection du territoire. Nous, notre vision, ultimement, c'est que 50% du territoire public soit protégé. Puis on est supporté là-dessus par des données scientifiques qui disent que si on veut avoir un équilibre humain-nature, c'est minimum 50%. Fait que bref, c'est ça. Nous, on avait l'expertise, on a toujours l'expertise de cet outil-là qui est dans notre législation, qui est les aires protégées. Donc, des zones où il n'y a pas de développement industriel, où c'est entendu au niveau législatif par la société qu'il n'y a pas de développement industriel. Fait qu'ils sont venus cogner à notre porte puis on a l'expertise aussi pour mener des campagnes, tu sais, pour protéger un lieu, il faut le faire connaître, il faut faire des études, il faut faire de la mobilisation. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des limites aussi à ce qu'une gang de bénévoles en région peuvent faire. Mais ce qui est le fun dans cette campagne-là, puis ce que j'aime, moi, comme Pierre-Olivier Boudreau, comme employé de la SNAP, si je peux dire, comme militant, c'est que c'est une campagne super grassroots, ça part de la base. C'est parti de cette gang-là qui sont venus sonner à notre porte. On a travaillé ensemble. Après ça, comme je vous disais tantôt, on était voir les Inuits, on était voir les municipalités. Puis ça a toujours été ça, le modus operandi de notre coalition, de notre alliance. Il faut que ça parte de la base. Il faut que ça parte du monde, de la place. Puis après ça, nous autres, notre rôle, c'est d'aller convaincre les gouvernements puis de faire en sorte qu'ils agissent, mais on n'attendra pas avec eux autres. On n'attendra pas après le gouvernement. Ça a toujours été ça, notre mot d'ordre. Comment ça a été, justement, puis on en est rendu aujourd'hui dans cette protection de la rivière? Ouais, je vais essayer de faire une histoire courte parce que ça fait quand même 15 ans qu'on travaille à la protéger, puis on a fait plusieurs avancements à travers le temps. Moi, je dis souvent que la protection d'un territoire, c'est un mur de briques. Tu sais, je veux dire, c'est pas blanc ou noir. On construit ça, la protection d'un territoire. On ajoute des briques, puis à un moment donné, le mur est tellement grand et tellement solide que tu peux dire, OK, ce territoire-là, là, il va rester intègre pour les générations et les générations qui s'en viennent. C'est jamais une assurance à 100%, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par une pétition, justement, autour de 2011. Après ça, on a fait la fameuse étude dont j'ai parlé. On a été présenté l'étude. On a fait des tournées dans les grandes villes du Québec pour faire connaître la rivière. D'ailleurs, c'est là qu'on a connu beaucoup de nos alliés. Là. En fait, nos alliés les plus précieux, Shanice, Wapukun, Lydia, de la communauté. C'est à travers cette tournée-là qu'on a amené les gens de la Côte-Nord à Québec, Montréal, Gatineau pour parler de la rivière Magpie. On a fait des rencontres politiques, on a organisé des forums, on a même organisé une manifestation en 2017 devant les bureaux d'Hydro-Québec, une flash mob. On a amené des kayaks, des raftings, une troupe de percussions devant les bureaux d'Hydro-Québec. Il y a un représentant d'Hydro-Québec qui est sorti live pour venir nous parler, pour venir essayer de nous rassurer. Bref, j'essaie de faire une histoire courte, mais de fil en aiguille, on s'est rendu compte que notre objectif, qui était d'avoir une aire protégée sur la rivière Magpie puis dans son bassin versant, on n'allait pas l'obtenir, principalement à cause de l'obstruction d'Hydro-Québec, qui avait des visées de développement hydroélectrique sur cette rivière-là. Puis tout ce qu'on recevait comme message des ministères au Québec, surtout le ministère d'Énergie et Ressources naturelles à l'époque, puis même le ministère de l'Environnement, il nous disait
Non, ils veulent pas. Puis on a eu des preuves écrites de ça. Fait qu'à un moment donné, on a eu comme un tournant. On s'est dit, on n'attendra pas après le gouvernement. On va partir de la base, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme pouvoir. Puis c'est à ce moment-là, en fait, c'était justement dans le coin de 2017-2018, le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande venait d'être reconnu comme personnalité juridique par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande puis les Maoris, la Première Nation Maori. Il y avait le fleuve Atrato en Colombie un an plus tôt qui a eu une reconnaissance de la Cour suprême de la Colombie comme personnalité juridique. Ça, la personnalité juridique, c'est de dire que, un peu comme nous, les êtres humains, on a des droits, mais même dans notre système légal, les corporations, il y a des mouvements religieux qui ont des droits, mais c'est de dire une entité naturelle comme une rivière, elle aussi peut avoir des droits. Elle peut avoir des droits. Fait que c'est un mouvement international c'est un changement législatif, en fait. C'est du nouveau droit. C'est ça que les avocats, parce qu'on a rassemblé des avocats pour nous aider dans ce processus-là. Puis ils nous ont dit, c'est ça, c'est du nouveau droit. C'est comme les droits, le droit de vote pour les personnes racisées, pour les femmes. C'est des choses qui sont apparues au cours de l'histoire. Fait que notre système légal, il faut savoir qu'il est en évolution. Puis ça, c'est un mouvement qui est en train de cristalliser ça, cette idée-là que les entités naturelles, les écosystèmes, les milieux naturels, ils ont une existence en soi, une existence intrinsèque qu'on se doit de considérer, nous, comme êtres humains. Fait que, puis ça, l'avantage de ça, en fait, il y a différents mécanismes pour arriver à ça. Puis nous, on a choisi le mécanisme des résolutions parce que ça partait vraiment de la base. Donc, c'est 2 résolutions miroirs, une du Conseil des Inuits d'Equanichit, puis une de la MRC de la Mangani, qui est un regroupement de municipalités, qui est venu cristalliser cette reconnaissance-là. Puis ça a été 3 ans de travail avec des avocats, des juristes, des étudiants en droit. On a tout regardé ce qui s'est fait à l'international. On a choisi notre outil législatif. Puis on est venu... on est venu donner naissance à ça à travers ces résolutions-là, puis à travers toute une campagne de communication aussi pour faire connaître ça. On était les premiers au Canada, en fait, à donner une reconnaissance juridique à un écosystème. Donc, c'était le premier cas au Canada, la rivière Magpie. J'aimerais ça aussi, peut-être que tu nous invites à mieux saisir c'est quoi la valeur d'une rivière. Parce que là, on peut la protéger, mais pourquoi c'est si important une rivière non harnachée? Hein? Ouais. En général aussi. Ben, il y a énormément de réponses à ça, en fait. Ça dépend de quel point de vue tu le considères. Je pense que... Ben là, je peux parler pour moi, même pour l'organisme que je représente, la SNAP, ou... une rivière... nous, on a beaucoup mis de l'avant l'unicité de la rivière au niveau international. C'est une rivière, la rivière Magpie, puis on a des documents scientifiques qui le démontrent. Là, on regarde la rivière Colorado que tout le monde connaît dans le Grand Canyon. C'est une rivière reconnue pour l'eau vive. On a mesuré les rapides de ces rivières-là. On a mesuré les rapides de la Magpie, de toutes les autres rivières au Québec. Puis ce qui ressort, c'est que la rivière Magpie, elle a une quantité impressionnante de rapides, elle a une densité de rapides qui fait que c'est une rivière de classe internationale pour les expéditions en eau vive, comme les expéditions de rafting, de canot, de kayak. La rivière Magpie, je vous disais tout à l'heure, elle fait 300 km. Moi, je l'ai faite 2 fois, puis cette rivière-là, là, c'est... Ben, en plus, elle est dans un écosystème, elle est en plein milieu de la forêt boréale. 99% du bassin versant est intact de toute empreinte humaine. Aller descendre la rivière Magpie, c'est 5 jours en pure nature, dans la forêt boréale, avec les tapis de lichen, la belle forêt de conifères. Tu rencontres personne, tu es en autonomie. Puis en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu es en rafting. Puis il y a une experte en plein air qui me disait, il y a tout le temps des rapides. C'est des rapides un après l'autre, puis c'est des rapides des fois classe 4, 5, c'est des gros rapides. C'est unique, ça, de pouvoir faire une rivière que tu t'ennuies jamais, finalement, parce que tu es tout le temps dans l'action. Puis, en rafting, c'est ça, ce que tu veux pas, c'est des longs bouts de 4-5 km que faut que tu pagayes. Puis, un rafting, c'est une embarcation sécuritaire, tu peux faire des gros rapides, mais quand tu es sur un faux plat, là, c'est long en motadine. Fait que ça, il y a cet aspect-là qu'on a beaucoup mis de l'avant, l'aspect récréo-touristique. Mais maintenant... Au-delà de ça, moi, j'ai hâte qu'on arrive à un moment dans notre histoire humaine où on va juste dire cette rivière-là, il faut la protéger pour sa valeur intrinsèque, pour ce qu'elle est au niveau des écosystèmes, parce que les rivières, surtout des grosses rivières comme celle-là sur la Côte-Nord de 300 km, ils rendent énormément de services, pas juste à l'être humain, à l'écosystème. C'est des sources de vie. On le sait, l'eau, c'est la base de la vie. Je me suis déjà fait demander dans une entrevue, selon toi, est-ce que la rivière est vivante? Puis pour moi, la réponse... C'est un peu difficile pour vrai parce que moi, je suis biologiste, tu sais. Puis de l'eau, factuellement, de l'eau, c'est pas vivant. De l'eau, c'est H2O, c'est des molécules.
Mais quand on me pose la question, est-ce qu'une rivière, c'est vivant? Moi, je sors un peu de ma vision, un peu avec des ornières de biologiste, puis je me dis, mais tu sais, oui, forcément, une rivière, c'est vivant, parce que ça soutient la vie, c'est la base de la vie. Tu sais, dans une rivière, c'est ça, t'as le plancton, t'as les poissons, t'as tout, c'est le lieu de rassemblement de tous les animaux, finalement, tu sais. Puis, bref, c'est ça, la rivière, ça, on l'a reconnu dans ses droits aussi. Un des droits de la rivière qu'on a reconnu, c'est le droit de suivre ses processus naturels puis de contribuer justement à son écosystème, tu sais. Fait que, pour revenir à ce que je disais, le moment où on va être capable comme société de dire, ben cette rivière-là, là, juste pour sa valeur intrinsèque, on la protège, j'ai vraiment hâte qu'on arrive là, parce que présentement, nous, c'est ça, on a beaucoup mis de l'avant le fait qu'il y a un potentiel récro-touristique. Tu sais, on a dit, au Colorado, justement, c'est 150 millions de dollars par année de retombées économiques. Fait que, tu sais, c'est pas pour dire que ça deviendrait nécessairement une manne économique, la rivière McPay ou quoi que ce soit, mais il y a quand même ce potentiel-là. Puis, pour certaines personnes, puis c'est légitime pour les municipalités, c'est un argument important. Puis moi, je continue à considérer que c'est un argument important. De toute façon, les aires protégées, c'est pas des cloches de verre. C'est des endroits qu'on veut continuer à visiter puis développer. Puis là, pour compléter la question, pour les Inuits, ça, c'est autre chose. Moi, je peux pas parler pour les Inuits. Mais ce que j'en comprends, c'est que déjà, les rivières, c'était les autoroutes vers le nord. Les Inuits se déplaçaient l'été, à la fin de l'été, ils partaient vers le nord pour passer l'hiver, chasser les caribous, vivre dans le nord. Fait que déjà, les rivières, c'était des autoroutes. Mais au-delà de ça, maintenant aussi, c'est devenu une manière de reconnecter au territoire, je pense. Parce que la rivière McPay, c'est ça reste une rivière d'eau vive. Là. C'était pas nécessairement l'autoroute la plus facile, on va dire. Elle était peut-être un peu cabosseuse, puis ça prend pas mal de portage, mais des gens comme Mathieu Bourdon, Yann Troutet, que vous avez rencontrés, ils ont contribué à organiser des descentes de la rivière avec des différentes communautés Inuits, pas juste Equanichit, il y avait Pakwashipi, Namenchipou, etc. Ils ont ramené les Inuits sur le territoire, sur cette rivière-là, puis je pense que ça contribue aussi à la reconnexion, à la guérison. La culture Innu est très reliée au territoire. Là. Fait que je ne m'avancerai pas plus loin que ça, mais moi c'est ma compréhension, c'est ce que j'en comprends. Puis pour moi, ça, c'est dans le top des raisons pour protéger cette rivière-là. Parce que maintenir le lien entre l'humain, entre l'Innu, qui est là depuis des temps immémoriaux, puis la rivière, là, ça ne se calcule même pas en dollars. Ça n'a pas de valeur. Ça devrait être une raison qui va de soi, tu sais. J'invite tout le monde à réécouter le balado avec Mathieu et Yann, avec Lydia aussi. Mathieu, d'ailleurs, ça nous avait beaucoup bouleversé quand il parlait d'un membre de la famille, dans le fond. C'est pas parce que il était pas sur la rivière qu'il sentait pas non plus cette relation-là, comme un toi quand t'es pas avec de ta famille. Je veux dire, c'est important pour toi. Maintenant, je lisais récemment de la part d'Hydro-Québec qu'ils ne veulent pas s'engager à ne pas harnacher la rivière McPay parce qu'ils parlent de sécurité énergétique. Sommes-nous tant dans un monde où est-ce qu'on doit absolument tout faire pour être en sécurité énergétique, Pierre-Olivier? Moi, je vous avoue que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ces temps-ci, là, on est dans un moment où... il y a eu le rapport Dunsky qui nous disait qu'on avait besoin de l'équivalent de... Je me rappelle plus du chiffre exact, je pense que c'est 12 complexes de la Romaine si on voulait électrifier le Québec, sortir des énergies fossiles. C'est sûr qu'on doit sortir des énergies fossiles. C'est même pas une question. Mais la question, c'est comment on va le faire. Est-ce qu'on va vraiment tout juste remplacer notre mode de vie actuel, chacune des autos qu'on a actuellement, les électrifier, etc., etc., si on veut faire ça, c'est ce que le rapport nous dit, c'est qu'il va falloir harnacher presque tout ce qui reste de rivière au Québec, finalement. C'est ça la conclusion. Il va falloir construire des parcs éoliens à grandeur du territoire avec les impacts que ça a. Juste cette semaine, je me faisais interviewer sur les impacts des parcs éoliens sur le caribou. Tu sais, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Là. Fait que nous, à la SNAP, c'est ça, on a commencé à travailler sur un chantier qui s'appelle les causes sous-jacentes au déclin de la biodiversité. C'est un terme un peu compliqué pour dire qu'il faut regarder notre système économique actuel, questionner justement cette croissance-là, réfléchir à une stabilisation, voire une réduction de la consommation d'énergie en l'occurrence, pour laisser se garder des rivières intactes. Puis il faut pas non plus que la crise climatique se fasse sur le dos de la biodiversité, t'sais. Je veux dire, si on construit des éoliennes, des champs d'éoliennes pour contribuer au déclin d'espèces menacées comme le caribou, qui sont des espèces en plus parapluies, que si tu le protèges, tu protèges toute la biodiversité de la forêt boréale, toutes les espèces qui vivent là, on se trouve à jouer à un jeu de whack-a-mole, tu sais, le jeu que tu
tu donnes un coup de marteau sur une taupe et il en sort 3 autres, là. C'est un peu ça que j'observe, moi. C'est une image, là, mais il faut pas... Ces luttes-là, la crise climatique, la crise de la biodiversité, il faut les prendre de pair. Il faut les... Je lisais même récemment que la biodiversité, au final, c'est le principal rempart contre le changement climatique, non? Oui, puis il y a des études qui montrent que nous, on travaille beaucoup avec les aires protégées, laisser les zones le plus intactes possible. Il y a des études qui montrent que ces zones-là, qui sont naturelles, vont être plus résilientes, vont mieux résister ou s'adapter au changement climatique, que la biodiversité qui est présente dans cette zone-là va mieux pouvoir s'adapter. Fait que si on a juste des petits îlots de nature, juste pour vous donner une idée, là, à l'échelle mondiale, il reste moins du quart de la surface terrestre qui suit des processus naturels, qui n'est pas impacté par l'être humain. Un quart. On est une espèce dans toute la biodiversité planétaire, puis on occupe 75% de l'espace. En gros, on a un impact sur 75% de la surface terrestre. C'est un déséquilibre total, tu sais. Je trouve ça intéressant que tu parles un peu de décroissance. Quand on parle d'électrification des transports ou de l'électrification en général, parce qu'en fait, quand on regarde les graphiques au niveau de l'énergie, les énergies de transition qu'on appelle aujourd'hui ne permettent pas de la transition, mais permettent simplement d'avoir plus d'énergie disponible, donc pour en faire plus. Donc, je pense que vraiment la discussion doit beaucoup plus se situer au niveau de notre mode de vie, notre relation au vivant pour justement avoir un plus grand impact, puisque en ce moment, on continue dans la même direction, mais seulement avec plus de possibilités et d'énergie différentes, là. Ouais, mais en sciences de l'environnement, il y a un phénomène qui s'appelle l'effet rebound qui a été documenté, qui fait que à chaque fois qu'on va chercher des gains, par exemple, au niveau de l'efficacité énergétique, etc., mais en réalité, puis même ça se transpose au niveau de la consommation avec la publicité, puis tout, c'est qu'on est toujours dans une augmentation de la quantité d'énergie qu'on produit puis qui est disponible. Et même chose au niveau de la quantité des biens, des produits qui sont faits, qui sont produits par l'être humain. Fait que c'est ça qu'il faut questionner. Puis, tu sais, je reviens à ce que... Il y a pas longtemps, il y a eu la COP15 à Montréal, la conférence des parties sur la biodiversité, parce qu'il y en a une sur le climat, il y en a une sur la biodiversité. Puis nous, la SNAP, avec le collectif COP15, qui est un regroupement d'organismes de la société civile comme le nôtre, là, des groupes environnementaux, mais des syndicats aussi, etc., on a organisé un 3 jours d'événements sur cette question-là, sur les causes, c'est ça, les causes du déclin de la biodiversité, mais en profondeur. Tu sais. Il y a notre système démocratique aussi, comment que les décisions sont prises. Puis le dossier de la McPail en est un bon exemple parce que on se heurte à un arbre décisionnel qui nous empêche de cristalliser puis de concrétiser une volonté populaire. Je veux dire, au Québec, là, les seuls qui sont opposés là, en ce moment à la protection de la rivière McPail, c'est Hydro-Québec, finalement. Peut-être quelques élus aussi au niveau du gouvernement, mais je veux dire, toute la région est mobilisée. On a des résolutions du Conseil de bande, des résolutions de la MRC, des lettres d'appui de qui tu voudras. Tu sais, on a construit ce consensus-là au travers du temps. Puis c'est pas arrivé par magie. Là. Moi, les premières fois en 2013, quand je suis arrivé pour présenter ma fameuse étude, là, le monde me regardait, puis c'était... Voyons, tu sais, c'est de où vous sortez, vous autres? Fait qu'on on a amené cette alternative-là pour la rivière McPail avant qu'il y ait un projet hydroélectrique trop concret qui se concrétise. Je pense qu'Hydro-Québec sait en ce moment qu'ils ne pourraient jamais proposer un... D'ailleurs, ils ont proposé de la Ptimécatina, ils n'ont pas proposé de la McPail en ce moment, mais on le sait qu'ils cherchent à gagner du temps. Fait que, ouais, pour revenir sur la question de l'énergie, c'est ça, à la fin de la COP15, nous, on a lancé l'appel de Montréal, c'est ça, vous irez voir d'ailleurs sur le web si vous voulez. L'appel de Montréal, c'est un appel à tous les citoyens, au gouvernement, aux partis de la société civile, aux organisations pour dire, regarde, il faut vraiment questionner ce mode de... nos valeurs aussi, en lien avec la nature. Puis ça, c'est même pas nous qui l'avons... Tu sais, il y a des instances internationales comme le GIEC, là, le groupe d'experts sur le climat, puis... l'IPBES, qui est un panel intergouvernemental sur la biodiversité, un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qui, dans leur dernier rapport, et moi je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ce rapport-là, tu sais, de ces grandes organisations-là, de ces grands, tu sais, tu t'attends des modèles scientifiques, etc. Ben non, ils ont questionné notre relation avec la nature, les valeurs qu'on a comme société, les modèles de prise de décision politique, le fait aussi que les cultures marginalisées puis les pays moins développés n'ont pas leur voix dans les décisions politiques puis que ça nuit à l'environnement, à la biodiversité. Et quand tu lis ça de des experts internationaux, gouvernementaux, là, moi, je pense que, pour vrai, j'ai versé une larme quand j'ai lu ça. J'ai dit, enfin,
enfin, on arrive là, que là, des instances internationales viennent dire ça à nos politiciens. Eux autres, ils font un résumé en plus pour les politiciens à chaque fois qu'ils font un rapport. Mais bon, ça, c'est la première étape. Hein. Après ça, il faut concrétiser ce changement de paradigme-là, ce changement de relation-là avec la nature, arrêter de voir la nature comme des ressources. Puis, moi, ma contribution comme être humain, ça a été à travers ça, à travers la reconnaissance de la rivière Magpie comme personnalité juridique, parce que ça vient changer le paradigme. Ça vient placer la rivière comme... c'est ça, c'est quelque chose, c'est une entité qui a des droits. Je trouve que, pour moi, c'est pas non plus, je veux pas vendre ça comme une panacée, parce que pour moi, c'est juste une étape. Ça nous rapproche d'une vision, je trouve, qui est plus autochtone. Je dis souvent que c'est le pont entre le système législatif occidental puis la vision plus holistique des Premières Nations, où, les Inuits, des fois, ils me disent « Ah, mais tu sais, les Mouchoums, les roches, c'est des grands-pères, ils ont une vie, ils ont une existence. » Ça vient comme... C'est comme un compromis pour moi encore. Ça vient rapprocher un peu ces deux visions du monde-là. Puis, c'est ça. Ça permet d'insérer cette conception-là dans notre droit occidental qui est très axé sur on se le dira, c'est quand même un régime d'autorisation de la destruction de la nature. L'espèce est protégée tant que le gouvernement ne l'a pas autorisée. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Je trouve que ça nous permet de cheminer vers cette nouvelle relation-là qu'on devrait établir avec le vivant puis avec la nature. J'avais entendu par un auteur, puis là, je m'excuse à cet auteur parce que je me souviens pas de son nom, mais qu'au Québec, on était en état d'ébriété énergétique. Puis je trouvais ça très, très parlant comme expression, là. Mais pour te ramener sur la personnalité juridique, moi, je me questionnais, est-ce que tu vois ça un peu... Ben là, tu viens de le mentionner que c'était une étape, mais comme une finalité, c'est quoi les prochaines étapes, justement, par rapport à ça? Puisque là, ça reste que c'est une résolution miroir avec la MRC, mais légalement parlant, quand même, la MRC peut pas se lever contre Hydro-Québec. C'est sûr qu'il y a d'autres modes de pouvoir qui sont disponibles, puis je pense que les mouvements sociaux peuvent s'opposer, puis pourraient mettre des barreaux dans les roues, puis même peut-être bloquer des projets d'Hydro-Québec. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles plus longtemps. Oui, je vois bien l'expert en droit qui me questionne ici, mais c'est... En fait, c'est ça, je dirais... Tu sais, je parlais tout à l'heure du mur de pierre. Pour moi, on est venu ajouter une sacrée grosse brique là, dans le mur de pierre avec ça, parce qu'on est venu se donner un outil législatif supplémentaire. Bon, c'est du nouveau droit. Si jamais, tu sais, parlons concrètement, si jamais il y avait un projet de développement hydroélectrique qui était annoncé sur la rivière Magpie, pour nous, clairement, c'est une menace à ces droits. Il y a 9 droits. La rivière Magpie a 9 droits. Le droit de vivre, de couler librement, etc., d'être à l'abri de la pollution. Elle a un droit vraiment important qui est le droit d'ester en justice, donc le droit de recourir aux tribunaux. Donc concrètement pour ça, il lui faut des représentants légaux. Puis nous, on est dans ce processus-là en ce moment. On est en train de réfléchir avec les exemples qu'il y a eu à l'international, qui va aller représenter la rivière. Parce que ça reste quand même une question fondamentalement humaine, tu sais, dans le sens où quand on travaille à protéger la rivière Magpie, on travaille à la protéger contre d'autres humains, en réalité, contre d'autres idées que ce que d'autres personnes veulent faire avec cette rivière-là. Fait que la personnalité juridique, concrètement, c'est un outil légal qu'on vient de se doter, supplémentaire, qui est peut-être pas non plus une panacée, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'on veut construire autour de ça, là, ça a été nommé, tout le monde est au courant, on a fait des entrevues à l'international pour ça, j'ai été contacté par des gens qui faisaient des maîtrises, c'est vraiment devenu plus grand que nous, pour vrai, là, ce projet-là. Mais nous, ultimement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de venir concrétiser cette idée-là que la rivière, elle a des droits, qu'elle peut être défendue devant nos tribunaux. Donc c'est ça, on est à l'étape de vraiment penser à ça va être qui les défenseurs légaux de la rivière, ça va être quoi la structure aussi. Je prends l'exemple en Nouvelle-Zélande, là, c'est vraiment un traité entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et la Première Nation Maori. Ils ont des structures là-dedans, ils ont des groupes d'experts qui conseillent les défenseurs de la rivière, ils ont des groupes de concertation aussi. Fait que c'est toujours dans cette idée-là, je le rappelle, de partir du bas vers le haut. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la décentralisation du pouvoir. Puis, je pense qu'en venant concrétiser des structures comme ça qui sont essentiellement régionales, de nommer des gens qui n'ont aucun conflit d'intérêt, qui sont juste là pour la protection de la rivière, comme un parent est là pour défendre son enfant, un mineur en cours, par exemple, c'est un exemple que je donne souvent. Le parent, là, son seul souci,
pas tout le temps, évidemment, mais dans l'idéal, son seul souci, c'est le bien-être de l'enfant. Mais les défenseurs légaux de la rivière, leur seul souci, ça va être le bien-être de la rivière. Ils vont parler pour la rivière, ils vont défendre ses droits, puis après ça, ça sera à nos instances juridiques de prendre les décisions qui s'imposent, t'sais. Fait que, puis ça, je le rappelle, c'est une construction, c'est quelque chose. Là, on est le premier cas au Canada, c'est sûr qu'il y a des critiques, c'est normal, puis c'est totalement légitime. Le monde se demande, ben là, si ça atterrit devant une cour, devant un juge, ça va tenir la route, ça? Nous, on pense que oui. On a fait des résolutions, c'est des résolutions de 15 pages avec des tonnes de références légales du droit international, du droit provincial, du droit fédéral. Notamment la déclaration des peuples autochtones, bon mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, là, la déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Bref, nous, on pense que ça tient la route, mais après ça, il va y avoir un test légal à faire à un moment donné. Puis ceci étant dit, nous, on n'arrête jamais nos démarches pour que, là, développement de l'année dernière, en septembre dernier, on a inscrit la rivière Magpie dans un registre international d'aires protégées qui s'appelle les APAC, les aires du patrimoine autochtone et communautaire. Fait que là, on a une reconnaissance internationale. On a quand même une reconnaissance au niveau local, un consensus. Fait que là, on cherche à aller chercher les 2 autres paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial. Je pense que le fédéral pourrait être enclin à embarquer, puis là, on va coincer le Québec en sandwich, puis ils vont être les seuls de leur côté à dire « Hey, c'est vrai, il y a rien que nous autres qui ne protègent pas la rivière dans notre législation. » On a-tu de l'air con un peu, là? Mais en même temps, on ne vit pas dans une hydro-québécocratie, là. C'est pas Hydro-Québec qui décide. Nos décisions, je sais, ils ont énormément de pouvoir, mais au final, ça reste des décisions politiques. Et quand il y a autant d'implication de la société civile, d'organisations municipales, d'organisations telles que la SNAP Québec, je me dis, l'acceptabilité sociale n'est pas là. Alors, si on avait à voir un jour qu'Hydro-Québec allait s'opposer puis vouloir aller vers l'avant, puis que la politique irait de l'avant, je veux dire, il y aurait une mobilisation très importante. Tu veux te prononcer là-dessus ou... Ben, j'invite les gens à aller voir l'excellent documentaire qui s'appelle « Après la Romaine », qui parle beaucoup de la rivière Magpie puis de la suite de la Romaine, puis on le voit, l'attitude d'Hydro-Québec. Ils savent, comme je disais tout à l'heure, ils savent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale en ce moment pour un barrage, mais ces choses-là peuvent changer, puis ils sont patients à Hydro-Québec, ils sont capables d'attendre, puis on le sait que c'est ça leur stratégie. On n'est pas contre, tu sais. Fait que non, on vit pas dans une Hydro-Québec-racie, mais il reste qu'Hydro-Québec, c'est un gros joueur, puis présentement, ils ont réussi à faire en sorte qu'on n'a pas d'air protégé sur la rivière Magpie. C'est ça la vérité. Mais la vérité, c'est aussi qu'on existe. Et que nous, on a rencontré des êtres humains tout au long de notre passage sur le Nitassinan. Et on a aussi, en tant qu'humain, je pense, la légitimité de déclarer ce qui est juste ou non pour chacun de nous. Je veux dire, à un moment donné, si c'est un membre de ta famille qui se fait tuer au nom de l'État, je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose à réagir qui me semble tout à fait... qui prend tout son sens. J'aimerais t'amener ailleurs, pas trop loin en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inspiration à avoir de la démarche que vous avez effectuée ensemble parce que assurément que d'autres groupes au Québec peuvent voir comment, quand on s'allie à différents niveaux de paliers, de types d'organisation, on peut en arriver à faire quelque chose d'aussi grand que ça. Parce qu'on va devoir aller vers de multiples initiatives. Qu'est-ce que seraient pour toi les ingrédients essentiels ou importants qui amènent cette mobilisation importante? Ouais, je me suis souvent fait poser la question, c'est quoi la recette, tu sais? Puis, bon, évidemment, la réponse plate, c'est qu'il n'y a pas de recette, là. Mais je pense qu'à la base, là, ça a été de... Tu sais, on était beaucoup contactés par des gens à l'international, puis même partout au Canada. Après qu'on ait annoncé la reconnaissance de la rivière Magpie comme personnalité juridique, les gens nous ont demandé « Hey, tu sais, comment vous y êtes pris? Puis ça a été quoi votre modus operandi? C'est quoi la recette, justement? » Puis moi, je pense que la base de la recette, là, le levain pour tout ça, c'est le consensus. Tu peux pas aller nommer surtout que c'est du nouveau droit, c'est des idées qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu peux pas aller nommer un écosystème ou une rivière comme personnalité juridique si tu n'as pas à la base un consensus sur cette idée-là.
Puis ça, le consensus, on l'a construit à travers toutes les choses que je vous ai nommées tout à l'heure. Les pétitions, les rencontres politiques, les études, les forums, les ci, les ça. On en a fait des affaires. J'en ai une liste. Je peux même pas retracer l'histoire de la campagne de la rivière McBain sans oublier plein d'éléments. On a vraiment fait beaucoup de choses. Fait que ça, c'est le premier ingrédient de la recette, c'est de se parler comme humain, tu sais. C'est d'aller voir, tu sais, avec les Inuits, veut pas, on a des différences culturelles. On n'a pas les mêmes visions du monde, puis il a fallu s'asseoir, puis ce qui nous a toujours rassemblés, c'est cet objectif commun-là de dire « OK, la rivière, elle doit rester comme elle est. Elle doit rester comme elle est pour les générations futures. C'est comme ça qu'on l'aime. C'est comme ça qu'on l'apprécie. C'est comme ça qu'on a un lien avec elle. » Ça, c'est super important. Après ça, ben, c'est de trouver des structures pour se parler. T'sais. Nous, on a décidé de former une alliance. On a été chercher des partenaires aussi. T'sais. Je veux dire, c'est pas moi, Pierre-Olivier. Moi, je vois mon rôle comme... Je suis un rassembleur, je suis un catalyseur, je suis un peu l'esprit stratégique aussi. Mais, tu sais, on a été chercher des avocats pour nous aider. On a été chercher toutes sortes de partenaires du milieu académique aussi, tu sais. C'est ça qui nous permet de nous opposer à une grosse machine comme Hydro-Québec, finalement. Tu sais, c'est ça qui nous permet d'avoir une voix, c'est qu'on est plusieurs, puis je pense qu'on se trouve une espèce de légitimité aussi à travers ça, parce que tu sais, la SNAP Québec, on a une base de sympathisants aussi. On est un organisme de la société civile. On a des supporters, on a des donateurs. Tu sais, on n'est pas juste une gang d'employés qui ont une vision. Tu sais, on est un mouvement de la société qui pense comme ça. Puis nos visions... tu sais, on travaille avec plusieurs Premières Nations au Québec. On travaille beaucoup avec les Inuits. On travaille avec les Cris, avec les Abitibi-Winni. On travaille avec les Abénakis. En tout cas, on a développé plein de partenariats avec des Premières Nations parce qu'on a cet objectif-là commun dans plusieurs cas, de protéger des territoires. Puis nous, des fois, on va même jusqu'à dire, bon, je le dis un peu avec des pincettes, mais tu sais, en tout cas, c'est un beau terreau pour la réconciliation aussi, tu sais, de travailler pas tout le temps sur des enjeux qui nous séparent. Puis c'est normal qu'on ait des difficultés, puis tu sais, il y a le passé à réparer, il y a la guérison, mais de travailler aussi sur des projets communs, ça aide beaucoup, je pense. Fait que pour moi, c'est un peu ça les ingrédients de la recette. Puis j'ajouterais à ça, moi, tu sais, les gens comme les gens avec qui j'ai travaillé pour la protection de la rivière McBain, c'est devenu des amis, là. C'est devenu... tu sais, je veux dire, c'est ça. Quand on fait des affaires comme ça, qu'on reconnaît, tu sais, qu'on est les premiers au Canada à reconnaître une personnalité juridique, qu'on se fait appeler par des journalistes de partout dans le monde, tu sais, ça vient nous rassembler ensemble, tu sais, puis ça vient nous dire qu'on fait quelque chose qui va dans le bon sens. C'est vraiment ça que je ressens, puis qu'on s'est souvent dit, tu sais. Je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que, tu sais, c'est peut-être... C'est un sujet qui revient beaucoup, mais c'est peut-être une des manières pour décoloniser nos institutions, là. Tu sais, toute l'approche bottom-up, tu sais, de partir du bas, parce que les institutions sont rendues tellement fortes, sont tellement rendues inflexibles, on peut plus... En tout cas, c'est rendu très, très, très difficile d'avoir du changement dans ces grosses machines-là, dans ce gros système-là. Donc, de partir du bas, puis je pense que dans le balado, puis notre expérience sur la Côte-Nord, sur le Nitassinan, avec toutes les relations qu'on crée, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir les décoloniser, nos manières d'agir, nos manières de réfléchir. C'est par les relations qu'on crée, puis les rencontres qu'on crée aussi, là. Puis je pense que ça nous a amené, en fait, à avoir pour revenir un peu à la relation vivant, ces relations-là qu'on a faites avec les Inuits qu'on a rencontrés, puis les personnes qui sont connectées avec l'environnement, avec leur territoire, nous a permis, en tout cas moi, m'a permis d'avoir encore une plus grande relation, puis de m'ouvrir encore plus sur la beauté, sur tout ce que ça peut impliquer le territoire, puis être en nature, puis je pense ou une sensibilité même qui s'est développée par ces relations. Fait comment que les relations humaines nous aident à reconnecter après avec la nature, là. Ouais, mais je veux dire deux choses par rapport à ça. C'est des très bonnes réflexions. Je pense que moi, je crois beaucoup en l'effet de la proximité. Autant au niveau de tout ce qui est la prise de décision, tu sais, quand on est proche de nos décideurs, quand on se sent proche aussi de nos décideurs, on se sent plus, je sais pas, valorisé comme citoyen. Tu sais, déjà, juste la connexion avec le niveau municipal qui est plus proche de nous, même si c'est pas tout le temps facile, hein. Tu sais, je pense que quand on voit nos institutions comme étant loin de nous, puis il y a vraiment de ça en plus en ce moment qui se passe, il y a une espèce de déconnexion entre le pouvoir politique et les citoyens qui...
qui a toujours été là en trame de fond, mais qui est vraiment forte en ce moment, puis ça alimente le cynisme, puis c'est normal, puis je comprends très bien ça, puis moi aussi, des fois, je suis cynique. Mais bref, cette proximité-là, puis aussi la proximité avec la nature, c'est Cousteau, le grand explorateur, qui disait, tu sais, on aime ce qu'on connaît, puis on protège ce qu'on aime. C'est vraiment comme ça. Nous, on a amené des gens, des décideurs sur la rivière Magpie. En 2014, on avait organisé une expédition d'une journée sur la rivière pour... On s'est dit, gars, on va amener les gens la voir. Ça va être le meilleur outil pour les convaincre, de voir la rivière, d'être sur la rivière, de boire l'eau de la rivière. Là. C'est très puissant. Fait que cette proximité-là est vraiment super importante. Puis l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'humain, c'est que, tu sais... Moi, ça fait 11 ans là, que je travaille à protéger la rivière, puis elle n'est pas encore protégée. Tu sais, c'est 11 ans, c'est quand même long. Là. C'est des montagnes russes, pour vrai, au niveau humain puis au niveau émotionnel. Là, tu sais, je me lève pas tous les matins super heureux. Des fois, on a des gros revers. Des fois, on a des victoires aussi. Puis d'avoir ce lien-là humain, de ne pas être tout seul, finalement. Tu sais. Moi, tu sais, les moments les plus difficiles, on s'appelle, puis on jase, puis on finit par trouver des solutions, par se remotiver. Il y en a tout le temps un qui est plus motivé, qui dit « Ah ouais, mais gars, on va faire ça, on va faire telle affaire, puis on va avancer dans le dossier de la protection. » Si j'avais été tout seul, là, j'aurais rien fait. Là. Je m'aurais démotivé après un an, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, ça, c'est pas toujours possible. C'est des choses qui relèvent un peu du hasard puis de tout le côté organique de l'humain. Est-ce qu'on va réussir à créer des liens? Nous autres, je pense qu'on était chanceux. On était une gang de monde qui... on a fini par être soudés ensemble dans ce combat-là. Puis, fait que c'est ça. C'est l'ingrédient bonus. Après le levain, c'est la petite farine magique là, que tu mets sur le pain là, qui fait que c'est tout beau, que c'est tout blanc. Je t'écoute parler, Pierre-Olivier. J'ai l'impression que ta relation aux vivantes est vraiment forte chez toi et vivante. Là, on la sent, ça vibre quand t'en parles. Puis dans ton rôle à la SNAP, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de politique aussi à faire. C'est revenu dans des discussions informelles ou formelles au travers de notre découverte de la Côte-Nord puis de tous ces humains-là. La question de... Comment faire de la politique sans tuer cette relation-là au vivant? Parce que souvent, la politique nous amène des fois à être plus stratégique qu'authentique. Je ne veux pas opposer ces deux mots-là, mais des fois, on doit utiliser des outils où il y a des façons de faire, puis qu'on soulevait la réflexion sur le fait de la relation au vivant, qu'on peut s'en éloigner des fois quand on s'approche trop de la politique. Je ne sais pas, toi, quel sens ça prend, là, ce que je dis. C'était aussi une question d'être humain, tu sais, les qualités, les valeurs d'être humain, de respect, d'authenticité. Mais c'est une excellente question. Puis moi, c'est toujours un défi dans mon travail d'aller... à chaque année, nous, on fait un événement à la SNAP qui s'appelle la SNAP à la SNAT, à l'Assemblée nationale. On va rencontrer un maximum de députés, de ministres, d'élus, puis leur équipe, pour les sensibiliser aux questions de protection de la nature, de l'environnement, etc. Puis la réponse à ça, là, c'est qu'on a tous et toutes un lien avec la nature. Puis Baptiste Morisot dirait encore plus, on en fait partie, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est d'aller chercher ce lien-là. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte à travers les années. Ça fait plusieurs années que je travaille avec des élus, des politiciens, puis on est tous des humains, puis on a tous une relation avec la nature. Elle est différente. On n'a pas nécessairement la même. Il y en a que c'est à travers la chasse, la pêche. Moi, je suis un pêcheur. C'est une manière pour moi de connecter à la nature, parmi d'autres. Là. On a tous et toutes un lien avec la nature. On en a tous besoin, puis la pandémie est venue démontrer ça de manière tellement flagrante. Là. Je veux dire, ça a été fou de voir comment les gens se sont rués dans nos parcs nationaux, dans nos milieux naturels, dès que les consignes sanitaires se sont assouplies. Là. Ça nous a manqué là, comme humains. Là. Ça nous a fait mal, pour vrai. On a eu besoin d'aller se reconnecter avec la nature, d'aller retrouver le bois, d'aller retrouver les rivières, les lacs. C'est dans notre ADN, c'est parce qu'on en fait partie. Fait que, tu sais, je disais tout à l'heure, j'ai hâte qu'on puisse protéger des territoires pour leurs valeurs intrinsèques, mais les gens le reconnaissent, ça. Puis, tu sais, faut pas voir le milieu politique comme une classe à part. Puis, moi, j'en ai rencontré beaucoup des politiciens, des politiciennes, là. Tu sais, sérieux, c'est du monde comme nous autres, puis il y a des pêcheurs, des chasseurs là-dedans, il y a des gens qui aiment la nature profondément, qui font de la randonnée. Fait que c'est d'aller chercher cette connexion-là avec la nature dans chaque personne pour les amener à justement, à
c'est même pas changer notre système de valeurs, c'est juste reconnaître ce lien-là qu'on a avec le vivant, qu'on en fait partie. Puis là, c'est ça. Après ça, on mélange d'autres arguments. Je veux dire, on vit quand même... Il faut vivre dans le monde qu'on vit. Là. On est une société encore avec une économie, avec de l'argent, etc. Fait que, on peut amener ces arguments-là en plus. Mais il faut vraiment aller chercher un équilibre parce que là, on est dans un débalancement total en ce moment. Je veux dire... Juste le fait qu'on sort 30 millions de mètres cubes de bois à chaque année de nos forêts. Je vous disais tout à l'heure, le 3/4 de la surface de la planète est impacté par l'humain. Il faut retrouver cet état d'équilibre-là. Puis ça, je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça. Fait que c'est des messages qu'on passe à nos politiciens puis qui sont, somme toute, très bien compris. Après ça, ça veut pas dire qu'on gagne sur tous les fronts puis que le message passe comme une lettre à la poste. Là. Je dis pas ça. Peut-être qu'avec Hydro-Québec, c'était plus difficile de trouver où se connecter, pour pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais où se connecter aux vivants avec eux. Là. Mais même à l'intérieur d'Hydro-Québec, c'est pas une machine unie et avec une pensée unique. Là. Il y a du monde à Hydro-Québec qui travaille pour la protection de l'environnement aussi. Il y a du monde qui travaille aussi à minimiser les impacts de ce qu'on fait, puis c'est normal, c'est correct aussi. Je veux dire, des barrages, on n'est pas anti-barrage, il en faut des barrages, puis c'est une belle source d'énergie en plus. Mais, tu sais, même à l'intérieur d'Hydro-Québec, on le sait que nous, qu'on a des alliés, entre guillemets, tu sais, on a des gens qui veulent... Mais c'est ça, je pense que ces gens-là finissent par se heurter à peut-être... écoute, moi, je travaille pas à Hydro-Québec, je le sais pas, c'est mon interprétation, hein, c'est une grosse boîte noire, Hydro-Québec, mais je pense qu'à un moment donné, ils se heurtent à... quelque part dans la hiérarchie à des décideurs qui n'ont pas envie d'aller là. Mais c'est dommage parce que, tu sais, je veux quand même dire que pour Hydro-Québec, on a eu plein d'opportunités. Tu sais, en 2020, on avait un objectif d'atteindre 17% d'air protégé. On a eu la COP15, qui était une conférence internationale. Et à la COP15, là, quelques jours avant, on a gagné le prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour le projet de reconnaissance de la rivière Macpac comme personnalité juridique. Hey, ça aurait été un bon moment pour Hydro-Québec et le gouvernement de dire « Hey, on la protège ». Une belle annonce, tu sais. Les Inuits étaient à Montréal, tous nos alliés, les municipalités étaient à Montréal. Ils n'ont pas saisi la balle au bon. C'est extrêmement dommage. Je ne sais pas quand est-ce qu'Hydro-Québec vont se dire « Hey non, ça serait bien plus gagnant de protéger la rivière Macpac. » Je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se rallier à la société civile. Il faut se rallier au mouvement puis dire « Regarde, tu sais, on la protège. » J'avais envie de revenir sur la relation aux vivants. Là, tu disais que ça faisait 11 ans que vous travailliez pour protéger la rivière Macpac. Je me demandais, le Pierre-Olivier d'il y a 11 ans, qui avait une relation aux vivants, bien évidemment, en quoi cette... je voudrais pas dire cette lutte-là, mais en quoi toutes ces démarches-là pour protéger la rivière Macpac, ces rencontres-là, en quoi en quoi tu constates que ça l'a modifié ou apporté ou transformé ta relation au vivant au travers de ces 11 années-là? Je pense que ça l'a juste creusé dans la même direction. Tu sais, moi, j'ai grandi à Saint-Félicien, sur le bord de la rivière Mouchouane. J'ai passé tous mes étés à chercher des grenouilles puis à me baigner sur le bord d'un rocher. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette relation-là avec la nature, d'une proximité qui n'était pas consciente. Je pense que je l'ai juste conscientisée pour répondre à ta question. Là. Je me suis juste rendu compte de l'importance de ma relation avec la nature puis de tout ce que ça m'apporte comme être humain. Puis, tu sais, là, je vais rentrer dans des trucs un peu plus personnels, mais tu sais, j'ai étudié des trucs comme, tu sais, tout le mouvement païen, le druidisme, tu sais, qui sont des... Je me prétends pas d'appartenance à ces mouvements-là, mais c'est des choses que je trouve intéressantes parce que à la base de toutes ces croyances-là, ce qui est vraiment important, c'est le lien que tu as avec la nature. Fait que moi, je me suis rendu compte, par exemple, pour parler concrètement, que des moments, même dans le cadre de mon travail, des moments où c'est plus difficile, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans le bois. Tu sais, je pogne ma tente, je pogne mon canot, je m'en vais en canot camping 3-4 jours dans le bois. Puis je ressors de là, écoute, c'est meilleur que n'importe quelle pilule qu'on aurait pu me donner. Fait que ça, c'est un exemple concret de choses que je faisais un peu moins avant. C'est des choses que j'avais pas conscientisées. Maintenant, quand je vais à la pêche, c'est ça, je prends toujours un petit moment pour faire une offrande au lac. Écoute, je m'en vais pêcher, je m'en vais prendre dans le lac. Moi, je m'en vais piger quelque chose, là. C'est quoi de juste donner quelque chose en retour? Des petits gestes comme ça, des prises de conscience que j'ai eu en me rendant compte que c'est précieux, les territoires naturels qui nous restent, là, c'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux. Il faut en prendre soin parce qu'une fois qu'un territoire est impacté, c'est plus la même chose. C'est plus la même relation que tu as avec le territoire. Tu sais, moi, j'habite à côté du Parc national de la Mauricie. J'ai même travaillé au parc pendant plusieurs années. Puis j'ai beaucoup ressenti...
autant les gens qui travaillent là que les gens qui visitent le parc, il y a une appartenance au territoire. Il y a un lien avec le territoire. Puis c'est des choses que je me suis rendu compte aussi, c'est ça, dans la dernière décennie, en travaillant à la protection du territoire, que ce lien-là avec le territoire, là, c'est un des principaux arguments pourquoi on veut protéger des territoires. Nous, on travaille à la SNAP avec plein de groupes citoyens, des communautés autochtones, des municipalités, puis à la base, je me suis rendu compte, là, dans toutes mes expériences, là, c'est tout le temps ça. Les gens ont un lien avec le territoire. Comme tu parlais de la famille tout à l'heure. Tu veux pas qu'un membre de ta famille qui arrive quelque chose de mal, tu sais. Fait que quand on a un lien avec le territoire, là, c'est vraiment là que les mouvements de protection sont les plus forts. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est ça. J'ai juste plus conscientisé mon lien avec le territoire, avec mon environnement. Mais il n'y a rien qui a changé fondamentalement. C'est ça. C'est une réponse un peu plate. J'ai pas d'illumination, j'ai pas de rien. Pour moi, ça a toujours été là. Tu sais, puis je pense que comme Québécois aussi, là, je parle comme Québécois, mais on vit dans un pays, dans une région quand même naturelle, somme toute. On a la chance d'avoir beaucoup de milieux naturels qui sont quand même, somme toute, accessibles. Pas assez, à mon avis. Je pense qu'il pourrait l'être encore plus, mais on a cette richesse-là. Le Québec, c'est l'image que les gens ont du Québec, c'est ça. C'est la nature sauvage, etc. Fait que moi, je pense que ça fait juste partie de nous. Il faut juste le conscientiser. Tu as côtoyé beaucoup de membres de Premier Peuple au Québec dans le cadre de ton travail, peut-être même dans le cadre de ta vie personnelle. Quels sont les héritages que tu as reçus de ces relations-là? Wow, c'est une grande question. Je pense moi aussi, je vais faire un lien peut-être drôle, là, mais j'ai travaillé aussi beaucoup en Amérique latine. J'ai voyagé, puis j'ai travaillé à des dossiers similaires, par exemple au Nicaragua, puis dans d'autres pays. Puis ce que j'ai appris en travaillant avec les Autochtones, c'est que c'est ça, on va se le dire, on est différents. On a des visions du monde différentes, on a des habitudes différentes, des modes de fonctionner différents. C'est pour ça que je fais le lien avec les autres pays dans lesquels j'ai travaillé, parce que c'était ça aussi. Moi, quand je travaillais en Amérique latine, là, vous allez rire, mais c'est juste... moi, je me levais, j'étais là à 7 heures, on est prêt à partir, let's go. Puis là, j'étais comme... il n'y a personne, je suis tout seul. la relation au temps n'est pas la même en Amérique latine. Les choses sont plus fluides, plus relaxes, mais on arrive tout le temps au même objectif, finalement. Fait que c'est d'être capable de s'adapter. Fait que... moi, bien humblement, je considère que je suis quelqu'un qui s'adapte bien, qui a une bonne capacité d'adaptation. Puis c'est pour ça que j'ai aimé travailler avec des gens des Premières Nations, parce que ça m'a amené à me challenger un petit peu. Ça m'a amené à trouver des méthodes de travail différentes, à trouver des raisons différentes de protéger le territoire aussi, à pas juste être... Pour vrai, quand j'ai... peut-être une différence, on parlait tout à l'heure de mon évolution. Quand je suis arrivé en 2017 à la SNAP, ça fait une dizaine d'années de ça, c'est pas énorme, mais... je sens que j'avais moins cette préoccupation-là de la protection culturelle du territoire, de la relation. Puis ça, c'est beaucoup les Inuits qui me l'ont appris, de l'importance du lien avec le territoire. J'ai lu aussi sur les récits de Mathieu Mestacocho, par exemple, ou la manière... Ça m'avait toujours fasciné, comment les Inuits faisaient pour vivre... pendant 6 mois dans le nord du Québec, mais j'ai été lire là-dessus, j'ai écouté les gens me raconter ça. Fait que... Puis ça, c'est quelque chose... c'est drôle parce qu'ailleurs, dans le Canada, il y a un mot qui existe pour ça. Puis il n'existe pas... dans la langue française, il n'existe pas cette notion-là du lien avec le territoire, de la relation avec le territoire. Probablement qu'en Inuit, il y a plein de mots qui veulent dire ça, mais nous, dans notre langue française, il n'existe pas. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage que j'ai eu, d'être capable de prendre conscience de ce lien-là avec le territoire. Serge Bouchard souhaitait, je pense bien que c'est lui, Serge Bouchard, qui disait que l'être humain avait encore à s'aboutir. Nous, dans nos rencontres, en tout cas avec les Inuits, on a beaucoup rencontré cette inspiration-là d'être humain. Comment, pour toi, l'être humain peut s'aboutir dans sa relation au vivant, ou est-ce que la relation au vivant a une influence dans le fait d'aller vers ce souhait-là de s'aboutir dans notre humanité? Encore là, c'est une grande question. Je ne sais même pas si on peut vraiment aboutir à quelque chose dans notre relation avec le vivant. Est-ce qu'il y a une finalité à ça ou un aboutissement? Moi, je pense que... Je vais répondre pour moi, je le vois comme un chemin. C'est de faire des choix
On a des choix individuels, des choix collectifs en société à faire là, au niveau de l'environnement. Puis c'est... Pour moi, tu parles d'aboutissement, mais pour moi, c'est une question de direction. C'est une question de cheminer dans la bonne direction pour établir une relation avec le vivant qui est saine. Puis je pense que, tu sais, ben là, on est dans une société, on est tous des gens différents. Puis je pense qu'en ce moment, malheureusement, il y a une masse critique de gens qui... Je veux pas dire que... Là, je suis en train d'être très cynique et de négatif, de dire qu'on s'en va pas dans la bonne direction, mais c'est vrai pareil, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des instances internationales qui nous disent « il faut changer notre système de valeurs », ça veut toujours bien dire qu'en quelque part, notre système de valeurs, il est pas bon et qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Fait que pour moi, puis là, j'ai peut-être un biais d'entourage, mais tu sais, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui font ce changement de direction-là. L'aboutissement, je ne sais pas c'est quoi. Je suis pas prophète, je sais pas où qu'on va arriver, mais je pense que si on s'en va dans cette direction-là où le vivant n'est plus une ressource, où on cherche à... Je voyais dans d'autres balados, vous parliez d'anthropocentrisme, écocentrisme, biocentrisme, etc. Il y a un truc aussi, il y a des penseurs qui ont soulevé le multicentrisme. Le multicentrisme, c'est de développer un nouveau contrat avec la nature. T'sais, c'est de reconnaître qu'on est des êtres humains, qu'on fait partie de l'écosystème. C'est un peu de l'écocentrisme, mais qu'il faut avoir une entente avec la nature, parce que risque peu importe ce qu'on dit, même si on fait partie de la nature, on a un impact important sur la nature. Fait qu'il faut se questionner comme être humain de la relation qu'on veut établir avec la nature, du contrat qu'on a avec la nature. C'est ça le multicentrisme. Je dis pas que je suis partisan de ça, mais je dis que peut-être que l'aboutissement, en tout cas, ou peut-être que la prochaine étape, du moins, c'est que si on s'en va plus dans une direction où on reconnaît la nature pour ce qu'elle est, on reconnaît qu'on en fait partie, on reconnaît qu'il y a des limites, surtout, ça c'est super important, ben, on va s'en aller plus dans nos décisions de société vers un contrat avec la nature qui est plus équitable, qui est plus respectueux. Je veux dire, on est capable de faire des contrats entre humains qui sont respectueux, qui sont valables. Pourquoi on ne le ferait pas avec la nature, tu sais? Puis notre système légal en est une espèce de représentation en soi, tu sais. Le système légal, c'est des règles de conduite qu'on s'est données comme société. C'est ça, c'est des règles de conduite. Fait qu'il y en a qui sont en lien avec notre relation avec la nature. Mais là, présentement, c'est ça, c'est que notre système légal, c'est ça. Je pense qu'il ne considère pas la nature... à sa juste valeur. Puis, tu sais, on a des lois, justement. Nous, on rappelle souvent à la SNAP, on travaille sur le dossier du caribou forestier, notamment, tu sais. On s'est donné des lois pour protéger nos espèces menacées. Tu sais, ils sont peut-être pas parfaites, là, mais il y en a. Tu sais, en ce moment, le caribou, le fédéral vient d'intervenir parce que sa loi, elle dit qu'il doit intervenir. C'est une obligation. Si le provincial fait pas la job, lui, il doit intervenir. C'est ça qu'ils ont fait en ce moment. C'est juste un exemple pour dire que, gars, cette loi-là, là, elle commence à se rapprocher de quelque chose qui a des dents, puis quelque chose qui dit, ben, on a pris une décision de société, nos espèces menacées, il faut les protéger, il ne faut pas qu'ils disparaissent, ben, donnons-nous les outils pour le faire. Fait que, tu sais, ça passe aussi à travers la législation quand même. Je voulais juste faire un petit ajout à ce que tu disais. Ça me fait penser à un livre, là, le nom de l'auteur, de l'autrice en fait, m'échappe, mais c'est « Tresser les herbes sacrées » de Robin, je me souviens plus son nom de famille. Et elle mentionnait justement que nous, on n'est pas c'est pas le mot espèce qu'elle utilisait, mais on n'est pas un organisme là, comme une plante qui peut faire de la photosynthèse ou transformer des sucres ou je ne sais trop. Puis on n'arrivera pas à faire ça. T'sais. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on doit, entre guillemets, tuer ou arracher une plante où on prend. On a une forme de consommation en lien avec l'environnement. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on est capable, ou on devrait être capable de choisir comment on le fait. Tu sais, là, tu parles des lois pour protéger, tu as parlé tantôt de faire une offrande quand tu t'en vas pêcher. Je pense qu'il y a plein de façons qu'on peut, nous, en tant qu'humains, si c'est quelque chose qu'on est capable de faire, là, de pouvoir faire ces choix-là dans la manière qu'on crée ce lien-là, qu'on va prendre, puis la façon qu'on va redonner aussi. Oui, puis il faut reconnaître notre place aussi dans cet écosystème-là qui est notre planète. Je veux dire, on n'est pas les seuls organismes à prendre, en fait. Il y a plein d'organismes dans la chaîne alimentaire qui jouent ce rôle-là. Puis, il y a toujours eu un équilibre. Ça se peut. Cet équilibre-là, il est naturel. Il s'est créé avec l'évolution. Fait que je pense qu'en trouvant notre place dans cette pyramide-là, oui, on peut très bien survivre. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas assez de ressources sur la Terre pour nourrir l'humanité, qu'on est trop d'humains.
je veux dire, c'est une question à se poser, tu sais, je veux dire, effectivement, si l'humanité n'arrête pas de croître, mais tu sais, il va y avoir un plafonnement de toute manière, puis c'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai qu'il n'y a pas assez de ressources pour tous les êtres humains sur la planète. La question, c'est il n'y a pas assez de ressources pour peut-être le Nord-Américain moyen, tu sais, qui utilise beaucoup trop de ressources. Tu parlais de prendre. Comment t'en prends? Est-ce que quand tu vas à la pêche, tu pêches 50 poissons ou t'en pêches 5, tu sais, puis juste pour nourrir ta famille? C'est toujours ça la question. Fait que si on est dans un système capitaliste où on veut juste produire des biens pour faire du profit, ben on va en produire trop, forcément. Puis si on est dans une culture de publicité, on va inciter les gens à consommer, etc. Fait que c'est d'être capable de voir qu'est-ce qu'on prend. Puis oui, et ultimement, il va falloir penser à en prendre moins puis à trouver notre juste place. Il y a une grosse question d'humilité là-dedans. Une grosse question d'humilité dans notre relation avec la nature, puis d'être capable de reconnaître qu'on est juste une espèce parmi toute la biodiversité planétaire. Le temps file. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de te demander comment... de quoi tu te nourris pour être heureux, toi, Pierre-Olivier? La nature, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, la nature, c'est une composante essentielle de mon bonheur. C'est pas pour rien que je vis à Saint-Élie-de-Caxton, à 20 minutes d'un parc national, de plein de lacs, de la forêt. Il y a une rivière qui passe dans notre village. J'ai souvent les deux pieds dedans. C'est sûr que ça, c'est une composante essentielle de mon bonheur. Tout l'aspect humain aussi, l'aspect, tu sais, je vis dans une communauté. Puis bon, Saint-Élie, c'est un écosystème quand même à part, on se le dira, mais tu sais, il y a plein d'artistes ici. Moi-même, je suis musicien. Je me retrouve beaucoup dans ce milieu-là. Il y a de l'entraide aussi. Tu sais, on est connectés les uns aux autres. Quelqu'un a besoin de quelque chose, on s'aide. Entre voisins, on s'aide. Avec nos enfants aussi. Moi, j'ai 2 enfants, 2 petits gars qui ont moins de 10 ans. Puis c'est ça, tu sais, on se rend service entre amis, entre voisins, entre gens de la communauté. Ça, c'est une grosse composante de mon bonheur aussi. Fait que, tu sais, l'humain et la nature, c'est les gros piliers, je pense. Après ça, j'ai une petite maison, là, on est chez moi. Vous pouvez pas voir, là, mais on est dans mon petit salon avec du bois partout. On est bien, la lumière du matin éclaire. C'est juste des petites choses comme ça qui font qu'on est heureux dans la vie. C'est d'avoir des bonnes relations humaines, je pense que c'est la base, puis d'avoir une proximité avec la nature. Puis moi, j'ai la chance, en plus... C'est drôle parce que moi, je dis souvent que mon travail ne devrait pas exister. Je suis militant écologiste. C'est comme si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de militants écologistes dans le monde. Mais je suis quand même très reconnaissant de faire ce travail-là puis de pouvoir en faire je ne vais pas dire une carrière, mais c'est mon travail. Je me lève à chaque matin, puis ma job, c'est de protéger des forêts, des rivières, des montagnes avec des gens aussi. C'est ça qui est le fun. C'est tout le côté social de ça. C'est un projet commun. Fait que je suis très reconnaissant de ça. C'est vraiment un privilège. Je sais que je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a la chance. Les ONG, on n'a pas nécessairement toujours beaucoup d'argent. On n'est pas des méga entreprises. La SNAP, ça a beaucoup grossi au Québec. Moi, quand je suis arrivé en 2013, on était 3 employés. On est rendu plus qu'une vingtaine. On est rendu 26, je pense. Puis ça nous donne des moyens aussi. C'est con à dire, là, mais ça prend de l'argent aussi dans le monde dans lequel on vit pour avancer, pour faire des projets comme la reconnaissance de la rivière McPike. On a eu l'appui du gouvernement fédéral, du financement. C'est pour ça qu'on a pu faire des communiqués. Envoyer un communiqué de presse à l'international, ça coûte plusieurs milliers de dollars. C'est comme, gars, on avait l'argent, on a pu le faire. Fait que moi, je pense que c'est de l'argent qui a été bien dépensé. Fait que bref, c'est un privilège de pouvoir faire ce travail-là. Je m'en doutais un peu, mais il n'y a rien dans ce que tu as dit qui est très, très émetteur de GS puis qui détruit la biodiversité dans ce qui te rend heureux. Non, c'est vrai. Ben, je veux dire, quand je vais au parc national, je prends quand même mon auto, tu sais. Je suis pas parfait, tu sais. Je veux dire, je parlais tout à l'heure des choix individuels. J'essaie que mes choix individuels soient le plus possible proches du travail que je fais. Je me sens quand même une responsabilité, tu sais. Mais non, c'est sûr que aller voir mes voisins, faire un souper avec mes voisins, c'est pas très émetteur de GES. Moi, j'ai été 10 ans sans voyager. Là, j'ai fait un voyage au Costa Rica avec mon garçon parce que je voulais qu'il découvre ça. Puis c'est un voyage très nature d'ailleurs. Je suis pas parfait, hein, tu sais, mais je pense qu'il faut se rendre compte quand même que les piliers de notre bonheur, je pense beaucoup aussi à la question de la simplicité volontaire. Là, on a des très bons défenseurs de la simplicité volontaire au Québec puis dans la francophonie. Là. C'est vrai que ça... On n'a pas nécessairement besoin de tant de
d'émettre tant de GES que ça pour... Mais tu sais, ça dépend toujours des gens. Hein. Puis c'est correct qu'il y ait certaines personnes qui aient plus besoin d'émettre des gaz à effet de serre pour être heureux, mais reste que... c'est un peu drôle, hein, dit comme ça. Mais non, je pense il faut se rendre compte aussi, ça fait partie du processus aussi de stabiliser notre économie aussi, de reconnaître là, que... d'être conscient de qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour être heureux, pour être bien. Je sais pas vous autres, mais moi, ce qui me rendrait heureux, ça serait de t'entendre. T'entendre chanter ou jouer de la musique. Est-ce que tu ferais ça pour nous? Je peux vous faire une petite chanson. Ouais, let's go. Ouais. C'est long, on parlait des ingrédients du bonheur, puis il y a la musique hein, aussi dans ma vie qui est un ingrédient essentiel. Puis l'art, de manière générale, la poésie qui permet d'exprimer des choses. On en discutait avec Charles tout à l'heure, des choses qui sont au-delà du langage. Puis je pense que notre relation avec le vivant, des fois, il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Puis il y a la famille aussi. Moi, mes 2 petits gars aussi, c'est une composante essentielle de mon bonheur. C'est une construction. C'est la vie aussi, hein, tu sais. Donner la vie, on dit donner la vie, c'est ça. De voir mes enfants grandir, là. C'est un autre pilier de mon bonheur. Puis cette chanson-là, c'est ça. Cette chanson-là, ça parle de... Je l'ai choisie parce que je trouve que ça fait du sens avec le balado. C'est une chanson... Moi, j'écris souvent dans les moments peut-être un peu plus difficiles, plus chargés en émotions. Puis là, à un moment donné, je me dis, il faut que j'écrive des tunes plus joyeuses un peu. Fait que là, j'ai écrit cette chanson-là, mais bon, fidèle à moi-même, il y a quand même un fond. C'est une chanson qui parle d'être capable de lâcher prise des fois dans la vie. Puis, tu sais, je disais que les combats environnementaux, c'est des montagnes russes. Fait que des fois, il faut juste être capable de faire fuck off. On arrête, on chante, on danse, on se ressource. Puis je trouve qu'il y a un mouvement qui m'appelle beaucoup qui s'appelle Extinction Rebellion, ils font attention à ça. Ils prennent des moments pour se ressourcer. Puis je pense qu'il faut vraiment être... il faut faire attention à ça. Il faut garder en tête qu'on est tous des humains qui cherchent à être heureux dans tout ça. Puis il faut se garder des moments pour chanter. Fait que je pense si vous avez envie de chanter avec moi, il y a des passages que je suis sûr que vous pouvez embarquer. On y va. Donne-moi tes mains, j'ai besoin de prendre une pause. Donne-moi tes ailes, j'ai besoin de changer d'air. Donne-moi tes yeux, rallumer le feu et voir plus clair. Donne-moi une chance, savourer l'existence. Allez-y. Le monde est là, en dessous de nos pieds. Sens-tu la terre qui nourrit tes veines quand tu t'enracines dans l'âme du monde? Sens-tu le vent qui t'amène ailleurs, qui te rend meilleur? Sens-tu l'eau qui guérit l'incendie dans la prairie? Tout repart à neuf. On retourne dans l'œuf. Tu penses toujours au lendemain, tu prends tout au sérieux, tu mets trop d'eau dans ton vin. Cette impression de vide qui pèse sur tes jours, ta tête est lourde comme une montagne. Ta voix est sourde, le vent qui stagne. Y'a comme un nuage pris au-dessus de ton aide. Viens donc prendre l'air, viens donc danser. Sentir l'orage pleurer pendant qu'on sème la lumière. Faire infuser la science de la fête dans ton corps. On peut pas toujours prendre le poids du monde sur nos épaules quand le tonnerre gronde. Faut savoir prendre une pause pour mieux reprendre la course.
Oh, je sens ton sang siffler, la bouillarde dedans, t'es trop essoufflé. Viens-t'en avec nous, c'est l'heure de chanter à tue-tête. Na 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 na. Na 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 na. Chantez na 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 da 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 na 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 da 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 na da 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 da. Merci, merci.